Je pense que la disparition des cookies permet aussi de se dire, on a eu l'impression en fait de tout mesurer dans notre métier. C'est un peu le mirage en fait du tracking, du fait qu'on arrive à tracer l'internaute, mesurer l'impact sur la performance, sur la conversion. Et quelque part, l'absence maintenant de cookies tiers nous force aussi à nous dire, finalement, c'est pas si grave, puisque le marché aujourd'hui a d'autres leviers. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2023 et j'ai la grande chance d'enregistrer cet épisode spécial depuis le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Pour l'occasion, l'enregistrement se fait en public pour la première fois. Il se peut donc que vous entendiez des sons et des bruits de fond. Indépendamment de ces conditions, cet épisode est spécial car il s'agit d'une émission Retail et e-commerce à l'heure du cookie-less. Quelle solution? Sujet ô combien sensible et structurant pour l'ensemble de notre écosystème. Il est donc nécessaire de prendre le temps de l'introduire un minimum. Cookie-less veut dire sans cookie tiers, c'est-à-dire que les marchands ne pourront plus utiliser ces petits fichiers déposés dans le navigateur de l'internaute afin de les suivre et d'analyser leurs habitudes de navigation. Bien pratique pour faire de la publicité ciblée et du remarketing. La disparition des cookies tiers a déjà commencé sur les navigateurs, Safari, Firefox. Elle va s'accélérer puisqu'en 2023, Google les supprimera de Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde. Quand on parle cookies, on doit parler RGPD. La réglementation européenne impose le recueil du consentement des internautes de façon générale et les fameux cookies first party en font partie. C'est-à-dire que des cookies liés à l'analyse de navigation sur le site du marchand. Les cookies tiers ont structurellement organisé les stratégies d'acquisition depuis leur apparition. Leur disparition est un monumental changement qui pose des questions nombreuses. En tête de celle-ci, celle de la mesure, de la performance et de son suivi. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Arnaud, directrice acquisition au sein de la division e-commerce et digital de Fnac Darty, et Mathieu Coyot, CMO de La Redoute. Avec eux, nous allons aborder 5 points principaux pour tenter d'apporter des éléments de réponse. Les nouvelles méthodes de tracking et de mesure de la performance, la personnalisation, la vie privée et la sécurité, la collaboration avec des éditeurs de contenu. Bref, un sujet passionnant. Pour commencer, Émilie, peux-tu nous dire, un peu plus précisément, en quoi consiste ta mission chez Fnac Darty ? Bonjour Cyril, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc ma mission chez Fnac Darty, alors c'est tout simplement l'acquisition de trafic à la performance, donc c'est-à-dire l'activation de leviers qui doivent générer de la conversion et du ROI sur nos sites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci pour cette précision. À toi Mathieu. Bonjour à tous, donc moi je suis Mathieu, donc je suis directeur marketing, marque et communication à La Redoute, donc ça va du recueil des insights clients de différentes manières à l'établissement d'une stratégie, que ce soit une stratégie d'offre, une stratégie client ou une stratégie sur les services. Ensuite,
aussi par rapport à établir une stratégie de marque, en fait, définir qui est la marque et comment elle doit s'adresser en fait finalement à nos clients, et jusque finalement le traitement du client, de la génération de trafic, un peu comme Émilie sur de l'acquisition, à la gestion CRM et à la gestion en fait de tous les plans médias, que ça soit on et offline. Bon, merci pour cette présentation. Émilie, chez Fnac Darty, aujourd'hui, finalement, l'acquisition, comment elle fonctionne? Quel est le rôle des cookies tiers et dans quelle mesure éventuelle il y a déjà une forme de disparition dans la stratégie d'acquisition? Alors, c'est un vaste sujet, c'est un sujet passionnant. Effectivement, quand on parle de disparition des cookies, en fait, Cyril, c'est ce que tu as commencé à évoquer dans ton introduction, c'est qu'en fait, il y a 3 dimensions et qu'en fait, on est un peu à la fin d'un processus qui a été enclenché il y a quelques années maintenant. Parce que d'abord, le premier vecteur de disparition des cookies, finalement, ça a été l'utilisateur. Et je pense qu'on va parler aussi de ce qui se passe sur le marché et peut-être faire un peu notre autocritique en tant que publicitaire, que gestionnaire d'activation, qui est un vecteur de disparition du cookie, c'est l'adblocker en fait, et c'est le fait qu'on a des utilisateurs qui nous ont envoyé un message pour nous dire « là en fait, j'en ai trop, je me sens envahi et je voudrais moins de pression ou je voudrais des formats ou que je voudrais que les marques s'adressent à moi, que vous vous adressiez à moi de manière plus personnalisée ou plus intelligente, mais en tout cas pas comme vous le faites aujourd'hui. » Donc ça, on a déjà limité nos activations à cet égard-là. Ensuite, effectivement, il y a eu un premier gros événement de disparition des cookies qui a été l'obligation de consentement en avril 2021, donc qui nous a conduit à mettre en place des gestionnaires de consentement pour les cookies first party. Et puis, du côté des navigateurs, effectivement, il y a une disparition progressive. Donc, Chrome, qui est effectivement le navigateur principal, autorise encore les cookies tiers. Maintenant, effectivement, il y a Firefox et Safari. Et alors, chez Fnac Darty, nous, on a une part importante de notre clientèle et une affinité importante avec les utilisateurs Apple. Donc, pour nous, effectivement, ce qui s'est passé sur Safari, ça n'a pas été neutre. Donc effectivement, dans nos leviers d'activation, on s'est bien rendu compte qu'on perdait des signaux, qu'on perdait aussi potentiellement de l'efficacité de ciblage, et ça n'a pas forcément affecté tous les leviers de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de notre mix média, le SIA, finalement, aujourd'hui, n'est pas un levier qui est très affecté par la disparition des cookies tiers. L'affiliation, qui est un peu aujourd'hui notre deuxième pilier, alors ça pose des questions sur la mesure, donc on va y revenir. Ça a posé moins de questions sur l'activation, puisque l'affiliation ne demande pas forcément ne demande pas de ciblage spécifique. Donc c'est vrai que sur SIA affiliation, ça n'a pas posé de sujet. En revanche, sur les formats display, ça a posé davantage de questions sur tout ce qui est display, tout ce qui est social ads. Et là, je parle d'un point de vue vraiment performance et levier activé avec un objectif de ROI. Mathieu, qui je pense a du branding et de la notion de ciblage, je pense d'activation, de segmentation client, sur tous ces formats display ou vidéo, c'est vraiment pour nous cette part du mix qui a été prioritairement affecté par le sujet des cookies. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, Mathieu, ce serait intéressant de t'entendre dire aussi quelle est la réalité du côté de la Redoute. Si, mais comme le dit Émilie, en fait, c'est un processus qui a commencé maintenant il y a plusieurs années, déjà avec Safari et avec Firefox, en fait, qui aujourd'hui interdisent déjà les cookies tiers, et aussi avec la deuxième salve sur la RGPD avec le consentement. Donc en fait, c'est pas un on-off, on va pas passer quand Chrome va
enfin interdire les cookies en fait de son navigateur, on va pas passer en on-off. Mais comme le dit Émilie, aujourd'hui les leviers qui sont les plus directement finalement touchés par ce mouvement, c'est les leviers display en fait qui sont quand même pour de la segmentation d'audience. Aujourd'hui, les cookies servent beaucoup en segmentation d'audience et aussi en mesure de la performance, et c'est là où il y a le plus grand impact. Après, ça n'empêche de pouvoir justement, tu parlais en fait des leviers de branding, etc. Aujourd'hui, je pense que la disparition des cookies permet aussi de se dire, on a eu l'impression en fait de tout mesurer dans notre métier. C'est un peu le mirage en fait du tracking, du fait qu'on arrive à tracer l'internaute, mesurer l'impact sur la performance, sur la conversion. Mais quelque part, l'absence maintenant de cookies tiers nous force aussi à nous dire finalement c'est pas si grave puisque le marché aujourd'hui a d'autres leviers, notamment sur des enquêtes d'impact sur la marque, sur des géolifts où en fait tu peux isoler des populations en fait en fonction de zones géographiques avec des exposés et non exposés, et du coup en fait c'est finalement l'avènement un peu de l'incrémentalité et de se dire on mesurait finalement je vais pas dire tout mal, mais on avait la sensation de tout mesurer bien et c'était relativement faux. Et c'est pour ça que le marché en fait se structure maintenant depuis plusieurs années autour de ce fameux sacro-saint incrémental, pour se dire voilà, il faut inventer des nouvelles manières de mesurer pour avoir une mesure sans doute plus juste en fait. Donc voilà. Oui, merci pour ces éléments de précision. Est-ce que c'est ça, finalement, qu'on peut définir comme les nouvelles méthodes de tracking et de mesure de la performance ? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres outils, d'autres solutions qui viendront compléter celles que tu viens de décrire ? Oui, tout à fait. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Redoute avec les catalogues, etc. Mais depuis en fait énormément d'années, en fait, on travaille sur des bases d'incrémentalité avec des exposés, non exposés. On regarde en fait finalement quel est l'incrémental des actions. Et aujourd'hui, c'est des mesures en fait qu'on commence à propager en fait sur d'autres leviers. Là, par exemple, on est en cours avec l'équipe, notamment en fait, tu parlais tout à l'heure du SIA qui n'est pas forcément très impacté pour le moment en fait sur l'absence de cookies tiers, mais on travaille sur des géolifts. Aujourd'hui, en fait, on a isolé par exemple la région de Nantes et avec les outils de Google, en fait, on est capable de dire si un acteur, si un client en fait ou un internaute fait une recherche en fait sur le moteur de recherche et qu'il est situé dans la région de Nantes, et finalement on va pas lui proposer de publicité. Et on va regarder en fait après comment, et ça c'est assez rare pour un e-commerçant de regarder les retailers regardent beaucoup en fait en géolocalisation, etc. et en géomarketing, et nous on va regarder en fait comment nos clients de la région Nantes vont se comporter. Et donc malgré l'absence de cookies tiers, on va pouvoir déterminer en fait encore une fois sur la base de l'incrémentalité de se dire comment évolue la base de la région de Nantes par rapport en fait à tout le reste de la France, et de pouvoir déterminer en fait sans mesure forcément très fine avec les cookies tiers, et si à un moment donné la région de Nantes en fait s'effondre, ça voudra dire, et on pourra déterminer dans quelle proportion avec avant-après par rapport au reste de la base, ça veut dire qu'il y avait un impact. Si jamais ça ne s'effondre pas, donc là il faudra qu'on se pose d'autres questions. C'est en fait un sujet de déduction quelque part. Quels sont les outils que vous utilisez pour pouvoir finalement analyser ces données que vous collectez sur une région géographique ? Tu prends celui de Nantes, c'est pas à la mano, comment on fait ? Ça, c'est avec la maîtrise de la base de données. De toute façon, quand on a un e-commerçant, on doit livrer le client. Donc, quand on doit livrer le client, on a forcément son adresse et on sait exactement dans quelle zone il va se situer. Donc, en fait, c'est sur base, finalement, de collecte de données qu'on va avoir sur le client, mais des données très simples. Tu vois, là, l'adresse, c'est finalement une donnée basique pour un e-commerçant. Et on va regarder, en fait, comment on va se situer cette région, en fait, de Nantes par rapport au reste de la base. Donc c'est relativement simple à partir du moment où tu as ces données en fait qui te servent à servir le client. Et je suppose, Émilie, tu peux confirmer ce point. Oui, alors déjà, moi je trouve que c'est un test extrêmement intéressant, donc je serais preneuse si un jour il y a un partage. Sur la mesure, je pense qu'il y a deux impacts en fait sur la mesure. Je rejoins complètement Mathieu sur la nécessité de penser l'incrémentalité, et qu'effectivement on s'est probablement laissé emporter par un mirage du tout mesurable. On a monté même des use cases de plus en plus compliqués, on a tout mesuré et on a eu tendance à mesurer nos leviers de manière très silotée.
Et là, c'est vrai que le cookie-less nous oblige à prendre du recul, à regarder les mix dans leur intégralité et vraiment à réfléchir, à réfléchir sur l'efficacité des activations, mais dans leur ensemble. Donc en ça, c'est extrêmement sain. Et effectivement, il y a des sujets, nous aussi, hein, on est très appétants sur du géolift, de l'A/B test, ou même pour aller plus loin de la modélisation économétrique qui permet vraiment d'analyser en profondeur l'impact et l'apport de chacun des leviers et aussi des baselines, parce que c'est ce que disait Mathieu, hein, probablement que si on coupe des formats publicitaires, tout s'effondre pas du jour au lendemain. Maintenant, nous, il y a quand même un sujet qui est la mesure, j'ai envie de dire, la mesure du quotidien. Parce que la mesure de l'incrémentalité, elle est extrêmement riche. Il faut impérativement la mettre en œuvre, mais c'est une mesure, c'est ce qu'expliquait Mathieu, ça demande quand même de cruncher de la data, ça demande du temps. C'est-à-dire mesurer l'incrémentalité, ça se fait pas forcément au jour le jour. En tout cas, nous, sur l'acquisition, moi, j'ai pas aujourd'hui un outil qui me permet de mesurer mon incrémentalité au quotidien. En revanche, je dois prendre des décisions de niveau d'investissement, je dois prendre des décisions de niveau de ROI acceptable au jour le jour. Et en fait, le cookie-less, il est plutôt venu affecter pour moi aussi cette mesure du quotidien. C'est-à-dire se dire, voilà, dans mon cockpit de pilotage... C'est le pilotage en fait. Oui, c'est vraiment dans la mesure au sens pilotage. C'est-à-dire, voilà. Oui, mais alors le fait que tu aies ce brouillard devant toi, quelque part, c'est plus flou, moins précis. Alors, comment tu compenses ça? Alors, nous, alors déjà, on est très pragmatique. On a vraiment pris les sujets alors sur l'ensemble du cookie-less, vraiment les uns après les autres. Et sur la mesure, alors on a une mesure qui est très à l'ancienne, du coup, sur notre pilotage du quotidien, qui est une mesure en last click. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on a un analytics qui est séparé de nos activations publicitaires. On a beaucoup entendu parler notamment de sujets autour de Google Analytics, de la conformité, des outils de mesure, etc. Nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a un outil de mesure qui est complètement décorrélé de nos outils d'activation publicitaire, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de le soumettre à consentement. Donc aujourd'hui, on a une mesure quand même sur notre site qui est limitée dans son intelligence, mais qui nous permet de faire un pilotage quotidien. Et donc on a vraiment finalement un peu séparé le sujet du pilotage quotidien, de se dire voilà, j'ai quand même de l'information qui a le mérite d'être immédiate, qui a le mérite de me permettre de ranker mes leviers au jour le jour, et puis après effectivement je fais mon pas de côté. Et je fais de la mesure d'incrémental, je fais de la modélisation économétrique, mais plus sur du moyen terme. Et à ce moment-là, je revois un peu mes grandes masses d'investissement, je revois un peu, je reprends un peu des décisions sur l'ensemble du mix. Mais du coup, nous, on travaille sur ces deux dimensions. Très bien. Et justement, la donnée qui est au centre finalement de votre écosystème, elle est clé. En ce qui concerne la personnalisation, quels sont les sujets qui vous préoccupent par rapport à ces changements ? Alors en fait, par rapport à la personnalisation, nous on a fait le choix très tôt en fait, en 2017-2018, finalement de construire notre propre CDP. Donc Customer Data Platform, et en fait avec un fameux chez nous, le CAM, le Customer Audience Manager, pour permettre en fait de collecter la donnée en notre nom propre, en first party, et de pouvoir la réutiliser. Donc ça a été... pourquoi on a fait comme ça ? Parce qu'en fait, on s'est perdu en fait, dans le monde des DMP, en fait, justement sur les first party, sur les third party, sur la notion de consentement, sur la notion d'ad blocker, etc. Donc à un moment donné, l'équipe, et je le remercie, a dit en fait ça serait bien de construire en fait notre propre indépendance par rapport au marché publicitaire et par rapport à cette myriade d'outils, et en fait on a construit dès 2018 en fait cette indépendance. Donc aujourd'hui en fait finalement on a un outil qui nous permet déjà de collecter la donnée et de la réactiver en fait quels que soient les canaux. Et après par rapport aux notions de personnalisation, on a aussi fait un autre choix qui est le suivant, et notamment par rapport aux notions de consentement, de se dire finalement aujourd'hui on a une possibilité d'avoir multi-device. En fait aujourd'hui
aujourd'hui, la Redoute est d'abord un e-commerçant, mais on a la majorité, donc ça va être le web et l'application. Et aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir une démarche de personnalisation uniquement dans l'application. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, qui dit personnalisation dit client. Et en fait, les clients où là tu as le plus de données, en fait, vont télécharger ton application. Et c'est là où tu vas avoir la notion de consentement la plus forte, qui sont en fait entre 90 et 95% de consentement justement sur l'utilisation de la donnée, qui est énorme par rapport au web. Versus combien pour versus le web ? Sur le web, on doit être à peu près à 70%, 70-75%. Et après, en fait, on a une notion aussi de log, où en fait finalement les clients qui sont sur les applications en fait sont d'autant plus logués et identifiés. Donc là, tu vas avoir 70 à 80% en fait de ces clients qui sont logués. Et donc là, en fait, le mix en fait entre finalement le client logué et ce fameux CAM en fait et cette fameuse CDP en fait qui est en first party nous permet aujourd'hui de fournir en fait à nos clients une expérience personnalisée et directement avec nos données en first et justement de s'astreindre de tous ces outils en fait en third party. Merci. Du côté de Fnac Darty, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous utilisez et mettez en avant, cette CDP ? Comment vous fonctionnez ? Alors, côté Fnac Darty, on n'a pas encore de CDP. Maintenant, on a un modèle de fidélité que probablement vous connaissez, qui est le modèle de l'adhésion Fnac, qui fait qu'on a une connaissance assez pointue de nos clients. Aujourd'hui, le parc adhérent Fnac, c'est à peu près 7 millions de personnes. Donc, on a de la data first party. On a cette chance, en fait, d'avoir une connaissance de nos clients. Elle est organisée dans quel outil, alors, cette donnée ? Assez pointue. Donc, aujourd'hui, alors nous, on avait fait un choix de DMP, qui effectivement pose des questions pour l'avenir. Et puis, on a une base de données clients, effectivement, en interne. On a des outils d'activation client en CRM, on a des outils de personnalisation sur les sites. Donc effectivement, nous, on a entamé une réflexion, mais qui n'est pas liée qu'au contexte, je veux dire, réglementaire ou même de choix des navigateurs. On a entamé une réflexion qui est plus profonde. Aussi, justement, c'est ce qu'on disait, et c'est aussi ce que disait Mathieu, je pense sur la nécessité d'avoir la bonne activation. Et que finalement, je trouve ça intéressant quand Mathieu dit que la Redoute a choisi de s'affranchir un peu de la technique, parce que je pense que c'est la bonne démarche. En fait, c'est la démarche qui paraît la plus intéressante, c'est vraiment de revenir aux basiques et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui intéresse nos clients ? Dans la personnalisation, comment est-ce qu'ils veulent qu'on s'adresse à eux ? Par quel canal ? Potentiellement, à quelle fréquence ? Après, dans la personnalisation, il y a plusieurs notions. Il y a la personnalisation quand le client vient sur le site. Là, nous, on a des strates de personnalisation sur nos sites. Il y a aussi la personnalisation quand on s'adresse à eux en CRM. Donc, d'avoir des cycles clients qui peuvent être personnalisés, d'avoir des contenus de messages qui peuvent être personnalisés, ou même d'avoir potentiellement une forme de personnalisation, de segmentation plus que de personnalisation, quand on leur pousse des messages publicitaires sur d'autres canaux, sur les réseaux sociaux par exemple. Donc nous, aujourd'hui, on a un écosystème d'outils qui, entre nous, est un petit peu complexe, qu'on essaye qui est en cours de rationalisation chez nous, avec une démarche, mais qui, encore une fois, je rejoins vraiment ce que disait Mathieu, revient à se dire, recentrons-nous sur le client, sur la voix du client et sur les attentes du client, et adaptons-nous à la technologie. Et non pas adaptons la technologie à ce besoin, et non pas adaptons-nous à la technologie, on a des nouveaux jouets, c'est super, et on va faire des trucs avec. Oui, là c'est donc le respect de la vie privée qui est sous-entendu derrière, la notion de sécurité aussi. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là. D'ailleurs, est-ce qu'ils vous les remontent ? Oui, ils nous le remontent. Aujourd'hui, les personnes n'ont jamais été aussi conscientes de la collecte de données. C'est pour ça que la RGPD est finalement une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ça va dans le sens du consommateur. Le fait que les navigateurs aussi s'interrogent sur l'élément de ne pas forcément collecter à tout va via les cookies tiers,
c'est aussi une bonne nouvelle. En fait, finalement, tous ces éléments vont dans un plus grand respect en fait de la donnée et de la donnée personnelle. Que ça soit pour le client, mais que ça soit aussi pour l'annonceur. Parce qu'à un moment donné, pareil, dans l'écosystème finalement digital des 10 dernières années, ou même des 15 dernières années, tu parlais tout à l'heure de l'affiliation, enfin sans pointer du doigt personne, mais ça a été parfois le Far West en fait. C'est-à-dire dans la donnée que tu allais collecter, en fait, les partenaires te disaient ne t'inquiète pas, pose ce cookie, je me charge de tout et moi je vais te vendre de la performance. Maintenant tu as des acteurs aussi plus installés qui nous disent ça avec des nouveaux dispositifs et je ne vais nommer personne, mais globalement ça va vers un plus grand respect à la fois de la donnée utilisateur, mais aussi ça va permettre à l'annonceur de reprendre la maîtrise de sa donnée et que sa donnée ne parte pas sur tout le réseau, qu'elle soit utilisée à des fins abusive et pas forcément transparente. Et voilà, aujourd'hui, par exemple, nous on avance beaucoup sur le serveur to serveur, puisque tu voulais parler aussi, je fais le pont vas-y. Sur ces éléments de serveur to serveur. Aujourd'hui, nous on est assez surpris en fait quand certains partenaires, et là encore je ne vais pas les nommer, mais nous disent voilà, c'est intéressant d'aller vers le serveur to serveur, par contre on aimerait bien garder toujours cette notion de cookie tiers. Tu peux nous redéfinir le serveur to serveur? Le serveur to serveur, c'est-à-dire que tu n'utilises pas en fait le navigateur en fait du client via ce dépôt de cookies en fait et finalement qui va te permettre de retranscrire un certain nombre d'informations de performance, de ciblage, etc. C'est directement en fait du serveur en fait finalement publicitaire en fait qui va gérer la publicité jusqu'au serveur de l'annonceur qui vont en fait finalement communiquer. Donc tu n'as plus du tout la donnée ne transite plus par le navigateur. Et donc c'est un moyen aujourd'hui de finalement de collecter la donnée entre l'environnement publicitaire et l'annonceur, que ça soit à des fins de ciblage ou à des fins de mesure de la performance. Et du coup, ça permet à la fois de collecter une donnée de meilleure qualité, puisqu'en fait, parfois les navigateurs, tu vas avoir de la saturation, etc. Et ça permet aussi de ne collecter que la donnée en fait dont tu as besoin. C'est-à-dire qu'en serveur to serveur, tu vas dire moi je vais collecter cette donnée et en fait finalement que ça soit l'annonceur ou c'est quoi le type de données dont tu as vraiment besoin? Tu vas avoir des données de performance, des données de ciblage, ça dépend après le levier. Tout à l'heure, Émilie parlait du SEA, les données, ça dépend vraiment du levier en considération. Mais voilà, le serveur to serveur, c'est un élément en fait technique d'alternative au serveur to serveur. Donc pour revenir à mon point de tout à l'heure, si tu veux, en fait, on a des partenaires aujourd'hui qui vont aller vers le serveur to serveur. Donc normalement, tu te dis, si j'ai le serveur to serveur, j'ai plus besoin de déposer des cookies. Et en fait, il nous dit, laissez les cookies parce que ça va nous permettre de collecter une donnée supplémentaire. Donc c'est là où je pense que le marché publicitaire est allé aussi un peu trop loin en fait dans cette surutilisation des cookies tiers et dans finalement un marché assez opaque de non-transparence par rapport à l'utilisation de ces données. Donc c'est une bonne nouvelle pour le client qu'on aille dans cette direction-là et aussi pour l'annonceur qui va avoir une meilleure maîtrise. C'est un point de vue que tu partages, Émilie Oui, c'est un point de vue qu'on ne peut que partager, la vigilance sur la donnée client, parce que effectivement, déjà, c'est le cœur de notre relation avec nos clients, et nous, on a quand même une de nos enseignes dont le slogan, c'est le contrat de confiance, et donc il faut qu'on ait ce contrat de confiance avec nos clients, il faut qu'on leur garantisse le respect de leurs données personnelles, le fait qu'effectivement, tout ne se balade pas un peu partout chez des tiers, avec qui, eux, en plus, ne se sont pas forcément sentis en interaction. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand un client consent à nous donner de l'information sur lui, il passe le contrat avec nous. Il ne passe pas le contrat avec tout un tas d'autres acteurs dont il n'imagine pas très bien ce qu'ils vont pouvoir faire avec ces informations. Et effectivement, il y a une sensibilité de plus en plus importante du grand public sur ces sujets-là, et c'est une excellente chose. Donc oui, pour nous, c'est au cœur de notre modèle. Et puis aussi parce que cette donnée client, il faut dire aussi les choses peut-être de manière un peu transparente, elle a de la valeur pour nous aussi. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait, nous, notre avantage en tant que retailer sur notre business model. C'est parce qu'on a cette capacité à bien connaître nos clients, à les traiter correctement, à avoir justement un contrat expérientiel avec eux,
qu'on continue à faire du business avec eux. Et si cette donnée, on la dévalue, qu'on la laisse partir un peu partout, qu'on laisse, j'ai envie de dire, d'autres venir piocher dedans, en même temps, on dévalorise ce qu'on offre à nos clients et on finit, alors pas du jour au lendemain, mais finalement, on finit par dévaloriser aussi nos marques et notre Tu perds ton avantage concurrentiel. Valeur, Tu perds ton avantage concurrentiel par rapport déjà aux autres compétiteurs et par rapport aussi à tout l'écosystème. C'est ce qui fait la valeur en fait d'un e-commerçant ou même d'un commerçant, c'est le fait que quand tu vas chercher le matin ton pain, il va savoir exactement ce que tu vas prendre, etc. sans t'en le demander. Pour un e-commerçant, c'est pareil. Donc là, en fait, on utilise une donnée qui est autre que les yeux ou la reconnaissance de la personne, mais ça permet finalement d'utiliser cette donnée à bon escient et de le servir au mieux en fait. Et donc c'est un avantage compétitif, et donc au plus tu arrives à la protéger d'une manière ou d'une autre, déjà c'est du respect par rapport aux clients, et ça te permet de gagner en compétitivité par rapport à tes concurrents. Pour revenir un peu sur le sujet finalement, la collaboration avec les éditeurs de contenu, c'est quelque chose que vous êtes déjà en train d'expérimenter. Ils peuvent jouer un rôle important dans la collecte de données. Est-ce que vous en êtes tout par rapport à ça, Mathieu? Est-ce que tu peux préciser en fait ce que tu entends par éditeur de contenu? Finalement, la façon de collecter... Attends, pardon, il faut que je reprenne le micro. La façon de collecter le contenu, est-ce que ils vont venir pouvoir finalement accompagner une donnée globale en proposant des profils globaux, sorte de cohorte, je sais pas. Tu veux parler du contextuel en fait, c'est le retour du ciblage contextuel, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu annonces en fait sur des sites qui sont sur des thématiques qui sont proches des centres d'intérêt de tes clients, pour prendre un exemple sur la literie, et ça fera plaisir à certains à la Redoute que je parle de ce secteur. Sur la literie, par exemple, si tu achètes du contenu ou que tu es présent sur des sites en fait qui vont parler de comment bien choisir son matelas, comment bien choisir son sommier, et que la Redoute apparaît, ça a beaucoup de valeur en fait. Et donc là, c'est plus des notions de ciblage en fait finalement sur des audiences très fines, mais des ciblages contextuels. Donc oui, on va collaborer en fait de plus en plus aussi. C'est le retour en fait aussi un peu de la manière dont fonctionnaient les médias traditionnels, c'est-à-dire à la fois la télé, à la fois la presse spécialisée, etc. Donc, justement, sur la télé, tu parles de la télé ciblée, la pub ciblée à la télé. Oui. C'est quelque chose... Alors moi, c'est mon grand rêve. Ouais. Ça, c'est mon grand rêve. Et en fait, aujourd'hui, tu vas avoir des... Enfin, déjà, il y avait, d'un point de vue légal, en fait, c'était pas possible, puisqu'en fait, il y avait une loi en fait, qui ne permettait pas, une loi française qui donnait la primauté de cibler en fait des audiences à la presse régionale, à la PQR. Et maintenant, en fait, les choses sont en train de se libérer, et je pense que si vous êtes connecté à vos box, en fait, on va demander de plus en plus, si vous voulez, en fait, et si vous permettez, au même titre que le consentement, de recueillir un certain nombre de données et de personnaliser votre expérience. Donc, je pense qu'on ira vers cette spécialisation et cette personnalisation, et qui permettra, en fait, à la fois de lier le contextuel et avec une connaissance beaucoup plus fine, en fait, du foyer, si tu parles de la télé, et de pouvoir, une personnalisation, c'est un peu le Graal, quoi, de mêler le contextuel avec les audiences. Émilie, ça t'inspire quoi? Alors déjà, le contextuel, effectivement, c'est le retour du contextuel. On a parlé de ma mission sur l'acquisition, mais j'ai eu le plaisir aussi de m'occuper des médias branding et plus traditionnels pour le groupe Fnac Darty pendant quelques années. Et en tout cas, nous, le contextuel, on ne l'a jamais complètement arrêté. Pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est ce que disait Mathieu, en vrai, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'était moins moderne que... c'était moins brillant que, effectivement, le ciblage, tout ce qui était autour du RTB à l'époque, etc. Mais il y a une réalité, c'est que, effectivement, passer des messages affinitaires avec des contenus affinitaires, ça marche. Et qu'en fait, effectivement, c'est du proxy de ciblage, alors avec moins de technologie,
mais avec probablement autant d'efficacité. Donc effectivement, il y a des choses à trouver avec les éditeurs de contenu pour que ce contextuel il soit bien intégré, il soit bien accepté. Et donc moi je rejoins complètement Mathieu, et aussi sur la notion de trouver l'équilibre effectivement entre le contextuel et les audiences, parce qu'effectivement on a un devoir sur les formats publicitaires de travailler sur leur acceptabilité et sur le fait que alors on va pas se transformer, ça reste de la publicité, mais que ce soit moins intrusif. Parce qu'encore une fois, si je reviens à ce que je disais au début, l'idée c'est que ce soit moins intrusif et que ce soit plus accepté et que ça corresponde davantage aux attentes des utilisateurs. Juste pour revenir au contextuel, en fait, c'est vrai que dans nos métiers, à un moment donné, en fait, tu vas acheter du trafic, tu vas acheter des supports, tu vas acheter des formats, et en fait, c'est vrai qu'on parle jamais de contenu, en fait, ou très peu. Et c'est pour ça que ça a fait la fortune aussi de certaines entreprises qui ont permis de mettre en fait des produits dans les bannières, etc. Parce que finalement, c'est l'élément le plus personnalisé. Mais quand tu es sur du contextuel, en fait, ça a une primauté au contenu, en fait, parce que là, tu dois avoir une exacte en fait pertinence entre ce que les gens sont en train réellement de regarder et ce que tu vas leur pousser, en fait. Et ça permet de se reposer la question de qu'est-ce que je veux dire à mon client, qu'est-ce qui va faire mouche, pourquoi il va me visiter, etc. Et de plus uniquement d'acheter du CPM au kilo pour faire de la publicité en masse, et de se reposer la question vraiment de la pertinence. Et ça rejoint la question de la personnalisation. La personnalisation, tu peux le faire aussi avec des notions contextuelles. Donc certes, c'est moins pointu, c'est moins technique, mais c'est tout aussi pertinent pour le client. Justement, on en parlait avant d'arriver, avant l'enregistrement, la mesure de la performance, qui est quelque chose clé, important, puisque quelque part, ça sert à mesurer le ROI. Vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Dans quelle mesure ça vous fait peur aujourd'hui ? Dans quelle mesure il y a un déficit réel de mesure de la performance ? Ou est-ce que le changement qui est en train d'être conduit va finalement vous permettre d'apprécier un peu autrement cette performance ? Émilie, comment tu vois les choses ? Alors déjà, rien ne nous fait peur, hein. On est dans un écosystème, que je crois que ce soit le retail, le e-commerce, le média, qui est en évolution permanente. Donc je veux dire, il n'y a pas de crainte à avoir en face des évolutions. On s'adapte, on trouve des solutions, mais voilà, on anticipe, mais en aucun cas ça nous fait peur. Et surtout que je pense que toute la conversation qu'on vient d'avoir, ce qu'elle dit quand même, c'est que ça va dans le bon sens, en fait. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un assainissement de notre écosystème, et donc si c'est vertueux, c'est qu'au final c'est bon aussi pour nous. Et donc voilà, donc nous c'est ce qu'on disait sur la mesure, on a été assez pragmatique. Alors c'est vrai que ça a un peu tangué par moment, hein, parce qu'on a perdu des signaux. Effectivement, le 2 avril 2021, j'aurais probablement été moins confiante qu'aujourd'hui parce que quand on a perdu quand même tout le consentement, on a eu l'impression qu'on perdait en lisibilité. Voilà, maintenant on s'est adapté, on a trouvé des solutions. Je pense qu'on arrive quand même à avoir, on s'en est parlé, entre de la B-test, du géolift, de la modélisation et puis du pilotage plus quotidien. On arrive quand même à avoir une lecture assez claire en fait de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien dans nos mix. Et puis de toute façon, nos métiers, c'est des remises en question de tous les jours. Il n'y a pas de recette miracle, il y a un équilibre à trouver, parce que c'est ce que disait Mathieu. Enfin, il y a l'équilibre, on se parle des médias, mais effectivement, un média n'est rien sans son contenu. Donc il y a des questions aussi d'efficacité des contenus. Et donc trouver cet équilibre, c'est un travail du quotidien de nos équipes, mais comme ça l'a toujours été, finalement. Donc, Tu partages, j'imagine, Mathieu ? Ah oui, moi totalement. En fait, je pense que on le disait en préparant l'atelier. Je pense que tout changement en fait est stimulant et facteur d'innovation. Et je pense que ça va permettre aussi finalement de rebattre les cartes, d'être facteur d'innovation. Il va y avoir une prime. Souvent on dit au plus agile, au plus malin.
Comme le disait Émilie, quand tu travailles en fait sur ces métiers du marketing et spécifiquement du digital, en fait, tu apprends en permanence à construire, déconstruire, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, il y a des années, en fait, quand on a imposé aux clients des opt-in emails, en fait, mais attendez, on va demander le consentement aux clients d'envoyer l'email, c'est la fin de l'email, c'est des emails encore de Borest. Quand à un moment donné, le multi-device, mais attendez, le cookie tiers, on n'arrivera pas à mesurer, en fait, il y aura une rupture, en fait, entre le desktop et le mobile. Bon, on a réussi à s'en sortir. Pareil, quand Google a dit, ça vous allez rire, mais sur le SEO, en fait, on va plus vous envoyer le mot-clé. Bon, voilà. En fait, on apprend en permanence à s'adapter. Et en fait, c'est ce qui est chouette dans ce métier. C'est que c'est pas un long fleuve tranquille, mais au final, tu arrives toujours à trouver des solutions. Et qu'il y a toujours une prime à celui qui va être pensé un peu différemment, pensé en décalé, et trouver des solutions, en fait. C'est un peu notre job du quotidien. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué et qui vous semble important d'évoquer ? J'ai le sentiment d'avoir fait à peu près le tour des grands thèmes qu'on avait identifiés avant l'enregistrement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Moi aussi, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre contribution à cet épisode. Merci à Comexposium et au One-to-One Retail E-Commerce Monaco pour le support apporté à cet épisode. Merci à vous tous, auditeurs, de votre fidélité et des messages que vous me faites parvenir. Je pense que si vous voulez joindre les deux invités, c'est via LinkedIn que vous y arriverez le mieux. Il me le confirme de la tête. Il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois merci. Merci Émilie, merci Mathieu, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci.